Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité d'Éric Delbecq. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter Éric Delbecq et nous passerons aux questions que je lui ai préparées. Alors Éric Delbecq, vous dirigez le département sécurité économique de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Tout à fait. Qui se prononce INESJ. Voilà, merci, je préférais que vous le disiez. Alors vous enseignez par ailleurs à l'ENA et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, alors je vais en citer quelques-uns. Récemment, La métamorphose du pouvoir ou la chance des civilisations, c'était chez Vuillibert. Quel patriotisme économique, c'était au PUF. L'intelligence économique, une nouvelle culture pour un nouveau monde, toujours chez PUF. L'Europe puissance ou le rêve français, alors c'était aux éditions des Sirtes. C'est ça. Et les champs de guerre au Rocher. Tout à fait. Alors, plus récemment, vous venez d'écrire, ou plutôt de coécrire, avec Laurent Combe-Albert, le leadership de l'incertitude, c'était chez Vuillibert, toujours. Et c'était même préfacé par Nicole Notat. Exactement. Voilà, alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous parler brièvement de ce livre, de sa thèse? Oui, c'est finalement assez simple. On est parti du principe, avec mon camarade Laurent Combe-Albert, qui avait une mauvaise compréhension assez profonde aujourd'hui de la notion de crise. Globalement, les managers conçoivent la crise selon un modèle qui est dépassé, c'est-à-dire on-off, de la même manière qu'on éteint et qu'on allume la lumière, on est en crise, on n'y est pas. Bon, ça ne marche pas comme ça aujourd'hui, il y a finalement un espèce de continuum, c'est plus une sinusoïde, on est plus ou moins dans des temps troublés, donc ça impose de revisiter l'ensemble de nos catégories, de notre manière de penser, entre guillemets, cette crise et d'y répondre. On s'est basé là-dessus et on a essayé de développer cette idée-là, à la fois du point de vue de l'analyse et des préconisations. Donc vous faites en fait, vous établissez un constat, et j'imagine que pour vous, on est en crise. On y est, et puis on n'y est pas totalement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a inventé ce mot un petit peu bizarre de MOSEC, de management opérationnel des circonstances exceptionnelles et conflictuelles. M-O-C-E-C, MOSEC. Voilà. Un soir, on s'est dit, allez, finalement, ça va être ça. Parce que ça nous paraissait être assez proche de la réalité. Bien évidemment, on reprend cette espèce de vocabulaire juridique des circonstances exceptionnelles, parce qu'étant donné qu'on est dans un monde, on le rabâche aujourd'hui, complexe et incertain, à aucun moment ça n'est simple. Et à aucun moment on est en zone totalement pacifiée ou en zone totalement de crise. On est effectivement dans ce monde où il faut naviguer à vue en permanence, et où il y a beaucoup de conflits, c'est effectivement pas le monde des bisounours. Donc il y a du conflit, il y a des circonstances exceptionnelles, parce qu'il y a de l'incertain, parce qu'il y a du complexe, alors qu'on a évolué pendant l'ensemble des 30 Glorieuses, on va dire, dans un monde largement connu, où il y avait des balises et où on faisait de la planification. Aujourd'hui, on fait de la stratégie. Laurent et moi sommes convaincus qu'on ne peut pas faire de la planification stratégique. On planifie quand on est dans un monde à peu près clos où l'on connaît les variables et les paramètres sur lesquels on va agir. On fait de la stratégie quand on est en zone conflictuelle et très incertaine. D'accord. Et alors justement, en quatrième de couverture de votre livre, il est indiqué « Le XXIe siècle a besoin d'un nouveau modèle de leader ». Et il s'agit d'inventer le leadership de l'incertitude. Alors moi qui suis gaulliste et qui est baigné un peu dans cet univers de l'homme providentiel, etc., est-ce que vous dites c'est terminé, ce sont des réseaux, c'est autre chose, ou au contraire, est-ce qu'un homme peut incarner l'incertitude aussi, après tout? Moi je suis effectivement totalement convaincu que ce modèle-là est très compatible avec des hommes d'exception. D'accord. Je dis moi, Laurent l'est tout autant, nous sommes convaincus de ça. Nous disons simplement que le type de leader dont l'époque a besoin doit suivre d'autres modélisations, mais il est plus nécessaire encore que jamais. C'est justement la deuxième partie de l'ouvrage, c'est que face à ce monde que l'on décrit, il y a une seule chose à faire, c'est finalement rénover nos modes de formation, entre guillemets, des chefs. Parce que dans une zone d'incertitude et de complexité, on ne peut pas se fier à des modélisations. On ne peut pas, comme les financiers, on était tellement friands ces dernières années, avant les grands éclats qu'on sait, on ne peut pas faire des modèles mathématiques et se dire que ça va tout résoudre. Donc on en revient au facteur humain, on en revient à l'instinct, à l'intuition,
Et on en revient au jugement d'un certain nombre de gens dont on estime non pas qu'ils sont infaillibles, mais que leur qualité, leur sens des responsabilités, la manière dont ils ont été formés, et puis ce petit je ne sais quoi qui souvent fait beaucoup, sont en capacité d'organiser, de coordonner les efforts d'un grand nombre de gens. Alors ça ne nous ramène pas du tout à un modèle dépassé de l'autorité qui est sur tout taisez-vous tous, j'ai la solution. Ouais. Non, pas du tout, mais qui est je suis là pour coordonner. Donc inviter chacun à la créativité, à l'effort, susciter l'adhésion, mais au bout du compte, coordonner ses efforts. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Une sorte de catalyseur. C'est exactement ça, ouais. C'est ça le mot, c'est-à-dire je catalyse. Et d'ailleurs, on fait souvent une caricature lorsqu'on parle de certains chefs, entre guillemets, ou disons leaders. Cette allusion est bienvenue au général de Gaulle parce qu'effectivement, il a beaucoup coordonné des efforts. Ça n'est pas que l'espèce d'exercice solitaire du pouvoir qui pouvait être cher à certains politiques qui trouvaient là une formule de goût. Chez le général de Gaulle, il y a typiquement ça. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons qui ont fait de lui un grand leader. Je rappelle aussi qu'à l'époque où il écrivait dans l'entre-deux-guerres Le fil de l'épée, il expliquait pourquoi l'intuition était nécessaire au chef. Bon, finalement, on en parle beaucoup dans le livre, ces idées il faut maîtriser une situation non pas que par des modèles, mais aussi par le climat d'une situation, hein, quand on le sent, quand on le perçoit. Bien évidemment, il y a on appelle le terrain. Le terrain, la raison se mêle à l'intuition, il faut les deux, on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Et ben, ce personnage historique, c'est également ça. Mais est-ce que finalement tout ça, c'est pas... Ça m'a pas l'air très nouveau finalement, parce que Sun Tzu en parlait déjà à la limite. Ah mais tout à fait. Ouais. Alors, Vous revisitez Sun Tzu ou... Alors je ne sais pas si on le revisite, mais effectivement, comme disait Machiavel, un texte classique, c'est un texte dans lequel on trouve toujours une idée nouvelle. Nous, simplement, on a voulu revenir à des choses qui sont des fondamentaux, mais dans lesquelles il y a beaucoup d'idées nouvelles, tout simplement parce qu'elles ont été oubliées. Notre époque procède souvent comme ça, et les gens qui se lèvent le matin en disant j'ai eu une idée de génie, non. C'est pas qu'ils ont eu une idée de génie, ils redécouvrent des vérités anciennes qu'on avait totalement occultées. Donc c'est exactement ce que nous faisons. Bien évidemment, il y a quelques nouveautés. Il y a l'actualité déjà. Exactement. Et puis cette période que nous traversons d'incertitude, elle est nouvelle, en tout cas par rapport aux 30 Glorieuses. Mais le fait que pour résoudre les situations difficiles, on ait besoin d'hommes un tout petit peu résolus, ça c'est effectivement très ancien. Mais les modalités par lesquelles ils vont s'attaquer à cette situation, elles ont changé. Le principe reste le même. Mais le mode d'action du chef a effectivement sans doute un petit peu changé. Oui, puis il y a des éléments quand même assez nouveaux, ne serait-ce que par rapport à Sun Tzu, comme la télévision par exemple. C'est un outil de propagande très puissant. On voit propagande dans un sens péjoratif, mais dans le sens vraiment de diffuser un message massivement à une population très... Ça, on a du mal à voir comment la population pourrait en sortir. Alors, c'est justement des nouveautés que l'on pointe dans le livre. À savoir qu'aujourd'hui, tout leader agit dans des conditions qui sont profondément différentes des décennies qui viennent de s'écouler, parce qu'il y a une médiatisation à outrance de toute forme d'événements, voire d'incidents, voire de complètement accessoires, mais qui résonnent incroyablement. Il y a effectivement un nombre considérable de parties prenantes. Donc il faut être capable de synthétiser tout ça et surtout de ne pas se laisser surprendre parce que ce sont les mécanismes de la société de l'information. Et ça, c'est la grande nouveauté. Alors, selon vous, on parle de leadership, est-ce que l'Union européenne réduit ou augmente le leadership potentiel de la France? C'est une question qu'on se pose souvent. Moi, je pense qu'il y a là la matière à un faux débat. C'est-à-dire que souvent, j'avais essayé de dire ça dans la haute puissance, l'Europe est un prétexte commode, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Voilà, lorsqu'on veut faire passer un certain nombre de décisions dont on ne veut pas endosser la responsabilité, on explique que c'est la faute de l'Europe. Et inversement, on promet que l'Europe va être capable de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire isolément. Donc pour ça qu'à l'époque, d'ailleurs, j'avais dit, peu importe qu'on soit confédéral ou fédéral, selon la manière dont on va concevoir le projet européen, ça pourra aboutir à une parfaite impuissance. Ou à quelque chose d'un tout petit peu intéressant. Donc moi je pense que le débat européen est surtout indexé sur la volonté que l'on y met. C'est-à-dire que si la France y met beaucoup de volonté, de structure, de coordination, l'Europe peut être un multiplicateur de puissance à l'évidence. Si nous sommes désorganisés, sans aucune idée, sans aucune proposition, effectivement l'Europe sera un multiplicateur de faiblesse. Pour des raisons que l'on voit bien, liées au fait que nous avons des partenaires, soit on est capable de les convaincre et on augmente notre capacité d'action, soit on n'en est pas capable
et on se fait déborder. On le voit bien, par exemple, pour aller dans votre sens, l'Allemagne aujourd'hui semble prendre le leadership européen et donc se créer des partenaires et imposer sa politique au détriment de la France. Ce qui est assez d'ailleurs paradoxal avec un pays qui prétend être dans un modèle fédéraliste, donc dans lequel finalement il y aurait une espèce d'intérêt commun qui se distinguerait et viendrait positivement s'opposer aux égoïsmes nationaux. L'Allemagne, tout en étant fédéraliste, joue d'abord le jeu de l'Allemagne. Exactement. Alors, est-ce que, j'imagine que vous la connaissez, donc Nassim Taleb a écrit Le Signe Noir, pour revenir sur l'idée d'incertitude. Est-ce que vous divergez de cette thèse ou est-ce que vous en rapprochez et comment ? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on est assez proche sur cette idée fondamentale que prévoir aujourd'hui est quand même un sport lui-même très incertain. Alors on peut mathématiser à l'extrême, on peut poser des tendances et puis disserter à l'envi sur le fait qu'elles vont se concrétiser ou pas. Je ne suis pas certain que ça donnera beaucoup de fruits. On peut discerner effectivement avec des outils d'ailleurs classiques, qui sont ceux de la philosophie, des sciences humaines en général, et quand on pense un petit peu notre temps, se dire il y a des chances que ça aille dans telle ou telle grande direction, ça oui. Mais le conjoncturel, j'entends par là l'accidentel, le tissu des jours dans lequel nous allons évoluer, on ne le maîtrise absolument pas, et on le maîtrise d'autant moins que notre temps se caractérise par la multiplication des acteurs, de ces fameuses parties prenantes dont je parlais. Il y a de plus en plus de nouvelles puissances, ces fameux pays émergents. Il y a des sociétés civiles très fragmentées dans lesquelles s'expriment des sociétés, des ONG, des intérêts catégoriels. Comment pourrait-on prévoir à l'avance la dynamique, l'interaction de l'ensemble de ces partenaires ? C'est pas possible. Donc finalement, ce qui importe n'est pas tant de planifier un certain nombre de situations en disant je vais faire comme ça, je vais le prévoir à l'avance et ça va se passer comme ça. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est former des gens pour qu'ils soient en capacité, non pas effectivement d'improviser face à une situation, mais sachant qu'elle sera forcément inédite, de s'y adapter, de la retourner, de l'influencer à leur avantage. Et ce qui nous ramène à quelque chose d'assez intuitif mais très intéressant, notamment dans les travaux du sinologue François Julien, qui, en parlant des Asiatiques et des Chinois en particulier, parle de l'énergie potentielle d'une situation. Effectivement, il faut rendre les leaders attentifs au potentiel d'une situation et comment, avec les données dont on dispose, on va essayer d'influencer, de configurer l'événement et l'environnement en faveur de ses intérêts. Et également les fameux signaux faibles. C'est peut-être la même chose d'ailleurs. Tout à fait. Essayer, pour le moins, de saisir la direction qu'ils pointent. Ils ne vont pas, les signaux faibles, même si on les interprète suffisamment tôt, ne vont pas nous donner le détail d'une situation à venir. Ils vont nous permettre de nous rendre compte que telle option est clairement envisageable ou que telle autre est clairement pas pensable, ou en tout cas avec un coefficient de probabilité très faible. Très bien. Alors, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité. Une question un peu générale et en même temps passionnante pour conclure. Quel avenir est-ce que vous voyez? Alors, je vais vous demander de faire la prospective paradoxalement, mais je pense que c'est une question qui nous permet après d'y réfléchir ensemble. Quel avenir est-ce que vous voyez déjà à la France, disons à court terme, parce que justement plus on va loin dans le temps, moins c'est précis, et à l'Europe, et à la France au sein de l'Europe? Alors je suis optimiste, je suis également gaulien 2, donc j'ai tendance à penser que la France a toujours des issues et beaucoup de potentiel. Ça c'est un parti pris qui s'affirme d'emblée, philosophique, plus, de manière un petit peu plus neutre et peut-être, si tant est que ce soit possible, objectif. Je pense que des critères qui nous incitent au pessimisme et à l'optimisme, il y en a à peu près autant. Je pense que l'un des facteurs qui va déterminer l'avenir de notre pays, de l'Europe et de l'un dans l'autre et de l'un par l'autre, ce sont les lignes d'évolution de l'État. Moi je suis très optimiste sur la manière dont le secteur privé peut évoluer, pour une raison simple qui là pour le coup n'est pas philosophique mais très pragmatique. Les intérêts privés sont obligés de s'adapter à l'environnement parce que leur première logique c'est le profit. Et dans ce cadre-là, c'est une motivation puissante. L'État doit réformer principalement une manière d'envisager le monde.
des modalités culturelles. C'est pour ça que ça grince davantage, parce que réformer ces modes de pensée, c'est quand même considérablement difficile. Et de ce point de vue-là, moi je pense que la réforme de l'État n'est toujours pas faite. Donc ça c'est l'aspect extrêmement difficile que moi je vois. On a un État et on a des pouvoirs publics en général qui structurellement, administrativement, intellectuellement ont énormément de mal à s'adapter. Et c'est ce rythme d'évolution, à mon sens, des pouvoirs publics qui conditionne le plus ou moins d'optimisme que l'on peut donner à la situation. Alors après, dire il y a plutôt des chances que la situation s'améliore ou plutôt des chances qu'elle empire, moi je pense que ça c'est un effort collectif. Et de ce point de vue-là, en dehors d'ailleurs de tout débat politique partisan, je suis toujours amusé par la manière dont on polarise le débat sur la personnalité du président de la République, en occultant consciencieusement ce que sont les décennies de mauvais choix, des responsabilités que ni les uns ni les autres n'ont voulu assumer ou endosser dans le passé, quels que soient les camps d'ailleurs. Quels que soient les camps. Donc il est un peu facile aujourd'hui de faire de l'anti-sarkodisme primaire. Après, on peut avoir les options politiques que l'on souhaite, mais je trouve que c'est ça pour le coup, moi, un facteur qui m'inquiète, c'est que taper sur le président de la République est quand même, je trouve, à assez courte vue. Alors si pour les forces politiques d'opposition ça tient lieu de programme, alors là pour le coup je serais assez pessimiste. Et alors pour terminer sur quelque chose d'encore plus concret, on va dire, est-ce que quelle est la pire des menaces qui selon vous pèsent sur notre pays? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est un phénomène, quel qu'il soit? Ah oui, moi je pense qu'elle est morale, qu'elle est une espèce de désarmement intellectuel, collectif, qui fait que finalement on n'a même plus la volonté de surnager, qu'on n'a pas de volonté de conquête. Pour moi, toute force ou toute faiblesse, elle est d'abord dans la tête. Et donc elle vient de nous-mêmes. Et elle vient de nous-mêmes. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup Éric Delbecq d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Merci, au revoir.